j'ai compris la première fois que j'ai vu des voitures de course que c'était un sport mortel. Pourquoi? Parce que quand j'ai été voir cette première course en 68 à Rouen, à 200 mètres de moi s'est tué Joe Schlesser. Mmh. Sa voiture a quitté la route, elle a pris feu, la piste était en feu, enfin bon, j'ai eu très peur, j'ai voulu partir, j'étais avec mon grand-père. Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau d'ABC Talk. Mon invité d'aujourd'hui me touche particulièrement. Pour ceux qui auront lu L'immense pouvoir du voyage astral, vous l'aurez découvert, je le connais depuis l'âge de mes 12 ans. Il a été le premier à recueillir mes chagrins quand Ayrton Senna a disparu. Pour les plus passionnés d'entre vous de Formule 1, son nom résonnera en vous. Lionel Froissart est un immense journaliste talentueux, mais pas que. Il est aussi un écrivain à la plume d'or. Bienvenue à la lumière des nombres de Lionel Froissart. Merci Lionel d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandra. Alors Lionel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Je suis un vieux monsieur qui a suivi pendant des années des jeunes gens qui tournent en rond sur les circuits, comme les gens qui ne connaissent pas la course automobile aiment résumer le sport automobile. Plus sérieusement, je suis passionné de Formule 1 depuis l'âge de 10 ans. J'ai découvert cette passion tout à fait par hasard en allant voir une course que je ne savais pas être de Formule 1 à l'époque, mais un Grand Prix de France à Rouen en 1968. Et puis un peu plus tard, j'ai continué à m'intéresser à ce sport et c'est devenu mon métier puisque j'ai commencé à travailler à Auto Hebdo, qui était un magazine spécialisé comme son nom l'indique. Et puis j'ai travaillé longtemps, 29 ans à Libération, au service des sports, où je faisais pas que le sport automobile, mais le ski, tennis, la boxe et la Formule 1. Et désormais, je suis journaliste pour le magazine Sport Auto, c'est un peu une façon de boucler la boucle, puisque je lisais évidemment Sport Auto quand j'étais adolescent. Et j'y travaille maintenant, j'écris uniquement sur la Formule 1, qui a toujours été... J'aime le sport automobile en général, mais la Formule 1, qui est le pinacle, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et en même temps, ça m'étonne pas parce que ton chemin de vie en numérologie, c'est le 1. Mmh. Le 1, c'est souvent un nombre qui se ramène un peu, qui s'associe à l'élite, puisque c'est le culte de la performance, du Mmh. dépassement de soi. Et tu dis finalement que tu rencontres le sport automobile en 68. Et à ce moment-là, tu sais quoi? Tu es en année personnelle 11. Mmh. Et le 11, quand on arrive dans des années personnelles 11, en règle générale, c'est la naissance des vocations. Tu Mmh. vois, quand Ayrton est parti, Mmh. j'avais 11 ans. Donc il y a Oui. quelque chose de très puissant et de très important avec l'énergie du 11. Et Et si je puis me permettre, le numéro 11 a été un de ses premiers numéros de course en Formule 1, ben, tu vois, chez Lotus. et ben ça, je le Mmh. savais pas. Mmh. D'ailleurs, j'ai appris des choses incroyables dans ton livre. Mmh. Alors, tu viens de sortir l'icône immolée. Donc ça fait 30 ans qu'il est parti. Donc il y a dans ton thème un nombre qui m'a toujours interpellée, qui est le 3. Donc ça, c'est Mmh. ton chemin d'expression, c'est ton caractère, ta personnalité. Mais c'est aussi ton nombre de réalisations qui nous parle de tes dons et de tes talents. Et le 3, c'est le communicant, c'est l'écrivain, c'est le journaliste. Mmh. C'est celui qui s'exprime avec les mots. Et j'en ai lu un des livres de toi, je les ai tous lus quasiment. Et celui-ci m'a vraiment particulièrement émue et il a retenu toute mon attention parce que je me suis rendu compte, d'ailleurs on reviendra sur le 3, puisque tu Mmh. le rencontres en 78 si je ne m'abuse. Oui. Et à ce moment-là, tu es en année personnelle 3, Mmh. tu vois. Et lui, il est en année personnelle 9, mais tu vois, il y a quelque chose, enfin, il y a un truc très important. Il y a du 9 dans son année, en fait, il y a du 9 qui traverse son année. Mais quand tu as écrit ce livre-là, je me suis rendu compte que tu avais réussi l'exercice performant, de te mettre complètement dans sa peau. Alors, Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce livre? De quoi il en retourne? Pourquoi tu l'as écrit? Et j'ai envie de te poser toutes les questions en même temps, en Oui, fait. ça fait beaucoup de questions. Alors, Donc, on va commencer par le commencement. donc pourquoi ce livre? D'abord, sans doute quelque part, j'avais encore envie d'écrire quelque chose sur Ayrton. Après avoir écrit une biographie, un autre livre qui parlait d'une soixantaine de personnages, croisement d'une vie, qui était une façon d'aborder sa carrière qui me paraissait intéressante à l'époque, de parler plus des 60 personnes qui ont plus ou moins compté pour lui dans sa carrière. Il y en a d'autres sans doute, mais des personnages importants qui ont pu le rencontrer 10 minutes ou toute une vie.
et qui ont participé à la construction de sa carrière, en fait. Donc ça, c'était Croisement d'une vie. Et puis est arrivé cette année, ce nouvel anniversaire de sa disparition. Enfin, disparition, j'aime pas le mot parce qu'il est toujours là, mais et je me suis dit: «Je vais pas refaire une biographie, je vais pas, raconter ce week-end du 1er mai en étant observateur comme j'avais pu le faire à l'époque, pour Libération». Je me suis dit: «Il faut vraiment que je trouve quelque chose de plus fort» et puis, en commençant à écrire, en fait, le jeu est venu tout de suite. Je me suis dit et c'est bizarre, je me suis même pas trop posé la question, en fait et le jeu, pour le faire parler lui, est arrivé très vite et je trouvais que c'était une façon de raconter cet épisode tellement important, qui était pas mal. Après ça pouvait d'abord choquer les gens que j'ose me mettre à sa place, puis doublement choquer les gens puisqu'en fait, je parle de lui, enfin il parle à la première personne jusqu'à sa mort et après sa mort. Parce que peut-être qu'après la mort, je ne sais pas, moi je connais rien, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je me dis: «Je vais continuer» sachant en plus que lui était très croyant et en fait, je parle de lui, il parle jusqu'au moment où la terre se referme sur lui à Morumbi, qui est le cimetière, de Sao Paulo où il est enterré. Voilà, donc je trouvais que c'était une façon aussi de lui rendre hommage, de raconter, une partie de sa vie avec en filigrane et en fil rouge ce circuit d'Imola où il trouve la mort et j'aurais pas fait cet exercice avec n'importe quel autre pilote. Il y a d'autres pilotes que je connais bien, que j'apprécie ou que j'apprécie moins. Ceux que j'apprécie moins, on n'en parle même pas. Ceux que j'apprécie, jamais j'oserais, qu'ils soient vivants ou plus là, écrire à la première personne. Mais il se trouve, comme tu l'as dit, que Ayrton, je le connaissais depuis 78, donc depuis très longtemps, en fait, depuis sa première course en Europe. Et pour avoir beaucoup parlé avec lui, l'avoir beaucoup écouté, l'avoir beaucoup observé, parce que, comme tu l'as dit, mon métier, c'est aussi journaliste et d'observer. Moi, il y a plusieurs façons d'être journaliste. Il y a des gens qui aiment poser beaucoup de questions, avoir un tas de documents, se documenter énormément sur ce qu'ils écrivent, etc. Moi, j'ai toujours essayé de comprendre ce qui se passait en regardant. Alors après, tu es quand même obligé d'accumuler de la matière peut-être plus concrète pour arriver à raconter, sans dire trop de bêtises, ce que tu as vu. Mais je raconte toujours cette anecdote. Longtemps, je me suis exercé, par exemple, voyageant beaucoup dans les avions, de regarder les films sans écouter le son. Mmh. Pour justement essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, mais je trouve que c'est un bon exercice pour le cerveau de l'habituer à... Parce que souvent, dans le sport automobile, et encore plus aujourd'hui qu'avant, en Formule 1, on regarde les types faire des trucs, parler avec des gens, des ingénieurs, etc., mais on n'a pas accès toujours à cette conversation. Donc, tu es obligé d'interpréter, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment très important, à mon sens, d'observer énormément et d'essayer de savoir où ça va. Donc, Ayrton, je l'ai beaucoup écouté, on a beaucoup parlé ensemble, et sur tous les sujets qui sont abordés dans ce livre, c'est en fait, c'est le fruit de discussions, de souvenirs. Il y a, c'est un roman, mais il n'y a pas d'élucubration, il n'y a rien, personne, enfin, je pense, personne va se dire à la fin, ah non, mais là, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Tu vois, il n'y a pas d'élucubration, mais il y a des dialogues qui sont reconstitués parce que le dialogue reconstitué, il concerne Ayrton et des gens que je connais bien aussi, qui étaient des proches d'Ayrton ou Alain Prost ou Gerhard Berger qui était un ami, qui était un pilote, adversaire mais ami. Voilà, tous ces gens, je les ai côtoyés, je les connais. Donc, je me suis dit, je peux me permettre de reconstruire. Et je connais, je pense, le sport automobile. Donc, Alors ça, les discussions entre pilotes ou entre gens, des discussions même, je dirais pas techniques, mais techniques dans le sens où elles parlent de ce qu'ils sont en train de faire. Je parle pas de rondelles, de boulons, de réglage d'ailerons. Tu as pu remarquer qu'il y a très peu de choses comme ça dans ce livre parce que j'avais pas envie d'ennuyer les gens. Mais je pense comprendre quelle est la conversation entre ces gens-là. mais Lionel, il y avait pour moi personne de plus légitime que toi pour écrire ce livre. Alors, pour moi, c'était d'une évidence flagrante. Mmh. Et tu vois, quand j'ai lu le livre, moi, ça m'a aidée puisque
j'ai mis du temps à faire mon deuil d'Ayrton. Mmh. Et je me suis demandé, donc toi, quand tu l'as écrit, on est d'accord, tu l'as écrit l'année dernière. On était en Fin oui, 2023. oui, fin, de l'été dernier, quoi, enfin, ouais. Tu sais quoi? Tu Non? étais en année personnelle 3 encore une fois. Encore. C'est-à-dire que Mmh. tu le rencontres en année personnelle 3 Mmh. et tu lui rends hommage en écrivant ce livre en année personnelle 3. Et le 3 en numérologie, c'est aussi le nombre des amis, Ouais. tu vois? Mais alors, oui, c'est marrant parce qu'en fait, ce livre, j'aurais pu l'écrire pour le 10e anniversaire, le 20e. Bon, il se trouve que c'est pour le 30e. Et bah oui, et on retrouve la racine du 3 avec Mmh. le 30. Ouais. Et 30, c'est aussi pour moi, ça me ramène à Roland Ratzenberger, Mmh. qui est parti juste avant lui. Et je me demandais, franchement, j'ai envie de te poser plein de questions à la fois. Pourtant, on se connaît bien, mais en fait, à chaque fois, tu vois, j'ai l'impression de le redécouvrir à travers toi et de redécouvrir de nouvelles choses. Est-ce que la rédaction de ce livre t'a permis de faire une partie de ton deuil? Est-ce que déjà, tu as fait ton deuil de sa disparition? Et est-ce que tu crois pas qu'il t'a un peu inspiré? Parce qu'entre nous, on en a déjà parlé maintes fois, il est un petit peu inspirant, non? Je pense qu'il m'a beaucoup inspiré. Encore une fois, je l'aurais fait avec personne d'autre, mais hem, le je viens de perdre le fil. On parlait de Roland, Ouais, heu heu, on parlait du deuil. non, voilà, le deuil. En fait, non, c'est pour ça que tu vois que ça m'échappe tout de suite, en fait, parce que j'ai un rapport très particulier avec la mort, je pense, la mort dans le sport automobile et la mort en général. Parce que justement, j'ai compris la première fois que j'ai vu des voitures de course que c'était un sport mortel. Pourquoi? Parce que quand j'ai été voir cette première course en 68 à Rouen, à 200 mètres de moi s'est tué Joe Schlesser. Mmh. Sa voiture a quitté la route, elle a pris feu, la piste était en feu, enfin bon, j'ai eu très peur, j'ai voulu partir, j'étais avec mon grand-père. Mais si tu veux, immédiatement, j'ai associé, et en plus, je savais que le sport automobile était dangereux parce que peu de temps avant, Jim Clark, dont j'aimais sans le connaître, s'était tué le 7 avril 68. Donc là, on est le 7 juillet 68, Schlesser se tue. Il y a eu 2 autres morts entre-temps, Scarfiotti et Mike Spence, que je connaissais pas, mais bon, ça fait pas. Oui. C'est la prochaine histoire, c'est mon prochain bouquin, ça. Mais bon, Oh là là. bon, je reviendrai pour en parler. Mais en tous les cas, Oui, c'était pour la ça. mort, donc je comprends pas ce que c'est de faire son deuil, en fait. Je te laisse parler. Attends, justement, désolée, je rebondis là. Mmh. Tu vois, tu es en année personnelle 11 quand Mmh. tu découvres le sport auto. Mmh. Mais le 11, dans les années personnelles, alors ça peut être des années sublimes, c'est les naissances des vocations, mais c'est aussi le nombre qui nous met au contact de la séparation. Mmh. C'est-à-dire que d'avoir des deuils en année personnelle 11, alors attention, ne commencez pas à paniquer tout le monde, c'est pas parce que vous êtes en année personnelle 11 que vous allez perdre quelqu'un, mais en année personnelle 11, effectivement, on peut perdre des gens très chers à notre cœur. Mmh. Et ça nous ramène à cette réalité de séparation, de mort. Et Ayrton, quand il est parti, il était lui-même en année personnelle 11, Mmh. tu vois. Donc, il a connu la mort en année personnelle 11, et toi, tu la découvres aussi en année personnelle Mmh. 11. Mais bon, évidemment, il est plus là, il me manque, comme à beaucoup de gens, et je préférerais qu'il soit vivant, et je rêve de lui de temps en temps, et quand je rêve de lui, il n'est pas question d'accident. C'est vague, mais effectivement, l'accident a sans doute eu lieu, mais il est vivant. Plus ou moins en forme, mais il est vivant. Donc, Donc, tu crois pas qu'il est en train de te passer un message? peut-être, mais T'as du mal mais avec ça, hein, des ouais, fois. Hein. oui, mais si tu veux, il est mort, mais il me manque, comme il manque à beaucoup de gens, mais en même temps, c'était une immense tristesse, évidemment, à ce moment-là, mais je pense que j'ai accepté cette mort. Ouais, mais aussi sans doute parce qu'encore une fois, le sport automobile m'avait mal habitué, donc il y a eu cet accident de Schlesser, puis après l'autre mort qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de Français, c'est François Sever le 6 Oui. octobre 73. Voilà, donc je sais que le sport automobile est dangereux, et je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais quand je regardais les grands prix d'Ayrton auxquels j'ai assisté pratiquement tous, hein, le seul pour lequel je me disais ça serait pas terrible qu'il lui arrive quelque chose, qu'il ait un accident grave, c'est le seul pour lequel j'étais conscient qu'il pouvait lui arriver quelque chose. Contrairement à beaucoup de gens, ou par exemple pour Jim Clark, il était tellement fort, tellement dominateur des adversaires et de sa machine, personne ne pouvait imaginer que Clark pouvait se tuer. Clark, il s'est tué, il a eu un problème mécanique,
et sa voiture est partie dans la forêt, et il a tapé un arbre et il est mort. Ça me fait penser... Et Ayrton, c'est aussi un peu ça. Pour beaucoup de gens, je pense, il était tellement fort, il avait une telle aura, un tel rayonnement. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont été dévastés, qui meurent, parce qu'ils représentaient beaucoup de choses, et qui finalement ne soient qu'un humain aussi fragile que tous les autres, quoi. Mais avec une aura et quand même une mémoire à travers le temps qui est inaltérable. Enfin, oui, ça c'est... On en parle encore aujourd'hui. J'ai vu l'hommage, là. C'est toi qui m'as dit de regarder l'hommage que Vettel avait fait pour tous les pilotes à Imola. C'est incroyable, tu as l'impression qu'ils venaient tous de le quitter hier. Enfin... Et alors Vettel, c'est très particulier parce qu'il connaît très bien son sport et il est très sensible à ce que le sport a écrit et fait et construit en fait la Formule 1 d'aujourd'hui, comme tout ce qui existe aujourd'hui s'appuie sur l'histoire, quoi. Et il y a beaucoup de pilotes qui n'étaient pas nés. Il n'y a que 7 pilotes aujourd'hui en Formule 1 qui étaient nés quand Ayrton est mort. Certains avaient la conscience d'être... par exemple, Lewis Hamilton, qui l'admire beaucoup, courait, faisait une course de kart et son père lui a dit le soir que Ayrton était mort. Alonso était aussi en état de comprendre ce qui se passait, d'autres moins. Mais bon, en tous les cas, il y en avait que 7. Et aujourd'hui, des pilotes qui n'étaient pas nés quand Ayrton a eu son accident lui font référence, lui rendent hommage. Je pense à Charles Leclerc ou Pierre Gasly ou d'autres. Donc, c'est quand même qu'il avait une personnalité très différente, quoi. Mais c'est ces nombres qui perdurent à travers le temps. Parce que sa numérologie céleste, elle est très prégnante. Tu vois, moi, c'est le premier défunt, tu le sais, que j'ai ressenti. Et tu as vu l'exercice de performance que tu fais avec cet ouvrage. Mais il y a quand même quelque chose, je me suis fait une réflexion assez particulière. Je m'étais rendu compte qu'il était assez sensible aux accidents. Je crois qu'il avait secouru Comas. Roland, quand il est mort la veille, il était bouleversé, dévasté. Donnelly, quand Donnelly a eu son accident en Espagne, il a appelé l'hôpital de sang. Enfin, c'était le seul. En fait, c'est très étrange parce que il avait une personnalité. Il était vraiment très dur au combat, très dur, très exigeant avec lui-même, très agressif dans la voiture, alors que c'était un personnage d'une douceur et d'une générosité incroyable en dehors. Et il s'est toujours soucié de 2 choses. Des pilotes qui arrivaient, des jeunes pilotes. Tous les jeunes pilotes qui sont arrivés quand lui était en action, il a été un des rares à aller vers eux, et leur dire parfois simplement bienvenue, t'es parmi nous, profite. C'est ce qu'il avait dit à Roland au Brésil, donc 2 courses avant, au début de la saison 94. Il ne connaissait pas Roland Ratzenberger. Il est allé le voir, il lui a dit bienvenue parmi nous. Roland lui dit tu sais, j'étais en 88 quand tu as été champion du monde au Japon, j'étais dans les tribunes, je t'ai vu être champion du monde. Donc voilà, c'est un petit lien comme ça. Donc, mais il était le seul à faire ça et il a été très touché évidemment par l'accident de Roland, par l'accident de Barrichello, heureusement sans gravité le vendredi, par celui de Donnelly qu'on croyait tous morts. Moi, j'étais à Rérez quand il y a eu cet accident, quand les premières images qu'on voit, ce siège, il était resté attaché dans son siège, il est recroquevillé dans son siège comme un fœtus, les jambes complètement tordues puisqu'elles étaient horribles. Le seul à aller sur place, c'est Ayrton qui est allé. Alors peut-être que d'autres pilotes sont sensibles à ça aussi, mais n'osent pas approcher ou voir en face ou la mort ou l'accident ou les conséquences d'un accident. Lui avait ce courage. Il s'est arrêté pour Comas parce qu'il est arrivé derrière Comas qui venait de sortir de la route et il a immédiatement, il avait un cerveau bionique, on va dire. Mais oui, parce qu'il était 7. Et ça, c'est aussi un de ses nombres, chemin d'expression 7. Donc la pensée, la psyché, l'inspiration, l'intuition et la foi, cette connexion au ciel, à Dieu en fait. Il le disait, de toute façon, il partait en briefing avec sa Bible sous le bras, si je ne m'abuse. Et c'est cette force de l'esprit, tu vois, c'est aussi ce magnétisme, cette capacité qu'il avait d'incarner à la fois quelque chose de très pragmatique sur Terre et d'avoir cette inspiration. Et bien justement, c'est très bien que tu parles de pragmatisme et d'inspiration, parce que quand il court au milieu de la piste, les voitures arrivent, il y a même l'équipier qui était Boutsen, qui était l'ami de Senna, bizarrement, qui est le coéquipier de Comas. Il ne s'arrête pas, il passe,
il voit la Ligier en vrac, là. Et Ayrton s'arrête, court, va vers la voiture, coupe le moteur, parce que le moteur, Comas était dans le coma, c'est le cas de le dire, avait le pied à fond sur l'accélérateur, donc le moteur risquait d'exploser, de prendre feu. Et donc il a la présence d'esprit d'arrêter, c'est tout ce qu'il pouvait faire, il arrête le moteur, donc déjà ça fait un danger de moins, mais où là le pragmatisme est aussi présent, c'est que le soir de l'accident, il est allé voir, lui il était chez McLaren, donc avec un moteur Honda, il va chez Ligier, enfin va voir ses anciens amis de Renault, puisqu'il avait couru avec des moteurs Renault dans le dos, il va voir les motoristes qu'il connaissait bien, et il va les voir, il leur dit « Dites donc, votre moteur, il monte à 17 800 tours minute, c'est pas mal. » Tu te rends compte? Il avait eu, en secourant Comas, il avait eu le temps de regarder le compte tours. Tu penses à sauver le mec, tu ne penses pas à un aspect technique. Lui, il avait regardé le compte tours et avait constaté que le moteur Renault allait plus haut dans les tours que son moteur Honda. C'est incroyable, quand même. Et ce côté, bon, aujourd'hui, les pilotes ont la télémétrie, il y a des tas de choses que les ingénieurs savent en direct et en immédiateté. Lui, Bernard Dudot, son chef motoriste, a souvent dit, avec Ayrton, on n'avait pas besoin de la télémétrie, il était la télémétrie. Et il avait cette capacité, effectivement, surtout qu'il était très sensible au niveau moteur, un peu moins fort dans le réglage châssis, mais au niveau moteur, il était hallucinant parce que... Et il avait le temps de voir dans un virage les tours minutes, la température, la pression du turbo, enfin bon, je parle un peu technique, mais enfin des tas de paramètres. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des centaines de paramètres qui sont récoltés par la télémétrie, mais lui avait tous les paramètres essentiels pour aider les motoristes. Donc, il y avait ce côté-là aussi qui était fascinant chez lui, parce qu'au-delà d'être un formidable pilote qui allait vite et tout, avec aussi ses faiblesses, et puis il faisait des erreurs comme tout le monde, etc., mais il avait quand même cette force qui était hallucinante de rendre compte. Il faisait le tour du circuit de mémoire et disait à tel endroit, je suis à telle vitesse, il y a telle pression. Incroyable, quoi. Mais ouais, mais ça, c'est l'instinct. C'est son set. Il avait cet instinct et ce truc qui le connectait au ciel et aussi à la terre qui était imparable, quoi. Donc, en fait, il a un magnétisme et céleste et terrestre. Tu vois, c'est un peu ça, lui. Et dans le mot magnétisme, il y a ce côté aussi, il avait ce côté quand même fascinant. Oui. Parce que, bon, oui, c'était un être humain comme les autres, sauf qu'il y a des tas d'êtres humains que tu rencontres, que tu croises, tu les remarques pas, enfin, il se passe rien. Ou même certains qui ont des postes importants ou qui sont des sportifs de haut niveau, mais bon, voilà, rien de plus. Lui, il avait quand même, et c'est tout à fait, et ça je suis absolument incapable de l'expliquer, il avait, ce qu'on disait tout à l'heure, cette aura que tu viens de dire, ce magnétisme, qui ne s'explique pas. On l'a ou on ne l'a pas. Alors, ça ne se cultive même pas. Il l'avait, c'est tout. Donc, tu y étais sensible d'une certaine façon ou pas, mais c'était là, quoi. C'était une évidence. Et c'est ce qui le rendait aussi un peu fascinant, parce que ça mettait, je pense, une certaine distance avec les gens normaux que nous étions, que nous sommes. Et lui avait mais peut-être même sans s'en rendre compte, lui, il avait ce pouvoir fascinant, quoi, de cette capacité à mettre une forme de distance. Moi, j'ai toujours comparé ça vraiment à une bulle autour de lui, et que pour pénétrer cette bulle, il fallait y aller vraiment... alors qu'il est, encore une fois, très gentil et normal, quoi. Très humain. Mais, je l'ai dit des dizaines de fois, moi je le connaissais bien, et il ne me serait même pas venu à l'idée de lui taper dans le dos. Alors, Ayrton, tu vois, c'est d'être très familier avec lui, non? Parce qu'il imposait aussi ce respect, il avait ce charisme. Alors ça, moi peut-être que je peux répondre à la lumière des nombres à certaines de tes questions. Allez-y. Tu vois, le magnétisme, le charisme, on le voit à travers son chemin de vie qui était le 22. Et en numérologie, le 22, c'est un maître nombre. Et en étudiant son thème, finalement, j'ai compris que l'œuvre de sa vie, c'était l'Institut. Ah oui. Tu vois Donc, il avait... Qu'il n'a pas connu. Qu'il n'a pas connu, mais... Qu'il avait programmé, bien sûr. qu'il avait initié. Mais le 22, il a aussi cet aspect particulier en lui d'avoir envie de programmer quelque chose sur Terre pour que ça le poursuive à titre posthume. Tu vois, à partir du moment où il a confié les clés du camion à Viviane, sa sœur, qui est 33,
Je crois il est parti 4 mois après, 5 mois après, non? Oui, bah, ouais, c'est ça, oui, c'est au cours de l'hiver, avant la saison 94, ils ont évoqué l'idée lui est venue, puis tu sais, il avait créé ce petit personnage qui s'appelle Sénigne, Nina, ouais. qui est dû à au crayon d'un ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Redouch, qui est un dessinateur brésilien, qui a créé ce petit personnage avec une autre personne. Et, et c'était déjà quelque chose qui allait vers les enfants, parce que tu vois, c'est Nina, comme son nom l'indique, c'est un petit Sénat, et qui est très mignon. Le personnage est très très Oui. mignon, et ça, ils avaient fait une bande dessinée, enfin c'est pas des bandes dessinées, des trucs, des albums toutes les semaines ou tous les mois, et ça marchait bien, quoi. Mais voilà, ce contact, ce rapport, et puis il aimait beaucoup les enfants, hein. On le voit avec Bruno, son neveu, qui l'aidait beaucoup, qui commençait à courir en kart, etc. Bianca, Paola Et aussi. même ses nièces, quoi. Il aimait tellement les enfants qu'il a eu l'intelligence de ne pas en faire tant qu'il était pilote. Enfin, il voulait pas en faire Oui, tant pour qu'il pas est. les mettre en Voilà, danger s'ils voilà, disparaissaient, ouais. voilà. En même temps, Donc, il en a pas eu, mmh. lui, de sa chair et de son Non, sang. non. Mais quelque part, aujourd'hui, à travers l'Institut, à travers Viviane aussi, donc sa sœur, qui elle Mmh. est 33, et alors elle, avec le 33, elle incarne parfaitement la matriarche finalement Mmh. d'un pays qui s'occupe de milliers d'enfants. Bah, en fait, finalement, ils œuvrent tous les deux Mmh. depuis le ciel et la terre pour aider des milliers d'enfants à travers le monde, quoi. Millions, Millions, millions. des Depuis milliards, 30 ans, des peut-être millions, même. hein. Peut-être pas encore des milliards, mais vraiment il y a des rapports très précis, hein, sur l'Institut, et je crois qu'ils en sont à plus de 30 millions d'enfants qui ont été aidés Incroyable. depuis la création de l'Institut, donc qui date. En fait, Viviane a déposé les statuts de l'Institut au mois de juillet, août 94 en Grande-Bretagne, parce que c'était plus simple d'un point de vue administratif qu'en Angleterre, aidé par Ron Dennis, qui était l'ancien patron d'Ayrton. Et bon, après, ils ont réussi à rapatrier tout ça au Brésil, mais en tous les cas, oui, la vraie naissance, effectivement, c'est quelques mois après la disparition d'Ayrton. Et on reparle de vocation puisque cet institut, il prend racine en 94. Ayrton, il meurt un 1er mai et on est Mmh. encore sur les énergies du 2 et du 11, enfin, qui nous parlent de vocation et de choses qui boostent et qui poussent les gens en fait à grandir, accompagnés et avec Mmh. des accompagnants. Donc c'est assez dingue. Et toi, je trouve qu'avec ta plume, Lionel, enfin moi j'ai toujours été très admirative de Mmh. comment tu écrivais. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu L'immense pouvoir du voyage astral, le voici, mon facteur de cœur, qui apportait mes lettres au pilote quand j'étais petite. Et en fait, quand j'écrivais des lettres au pilote, je me disais, mais mince, j'aurais jamais la plume de Lionel. Et je m'amusais à recopier tes articles Ah oui? pour avoir la même syntaxe dans Mmh. mon esprit que toi, tu vois. Mmh. Et cet exercice de performance à travers ton 3, donc c'est ce que tu sublimes, hein, à travers les Mmh. mots, tu l'avais fait aussi pour Punto Basta. Et on est encore une fois sur une histoire d'accident Mmh. avec Lady Diana, Ouais. où tu te livres encore à un exercice de performance. Et moi, je me dis qu'il y a en toi quelque chose qui rêve d'happy ending. Il y a quelque part en toi quelqu'un qui a besoin vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de fin et que Mmh. si la fin existe, elle peut être métamorphosée à volonté. Et moi, ça m'avait aussi bouleversée de lire Punto Basta. Mmh. Tu peux nous dire un petit peu rapidement ce que c'était? Ouais, alors Comment ça t'est venu, ça? ça m'est venu, bah, bon, tout le monde se souvient de l'accident de Lady Di, à Paris, et on se souvient, en tous les cas, il a beaucoup été question d'une voiture qui était devant la Mercedes de Lady Di, qui était une Fiat Uno blanche, qu'on n'a jamais retrouvé. Ça m'a toujours, on n'a jamais retrouvé, et on a dit, parce que des Fiat Uno, alors la police scientifique savait que c'était une Fiat Uno qui avait été fabriquée en Italie à l'usine de Mirafiori. Le blanc de la carrosserie était telle référence, donc ça voulait dire c'était une voiture qui a été construite entre telle date et telle date. Ça représentait 70 000 voitures à peu près à retrouver. Quasiment impossible d'un point de vue énergie et même coût de faire des recherches. Donc, ils ont restreint ça à la région parisienne. Bref, on n'a jamais retrouvé cette Fiat Uno, donc il y a eu des tas de fantasmes là-dessus. Et moi, je me suis dit, tiens, on l'a jamais retrouvé. Et on a parlé d'un conducteur, etc. Je dis, mais c'était peut-être tout simplement une fille qui rentrait de soirée et qui a été touchée par la voiture de Lady Di, qui a eu peur et qui n'a pas voulu. Donc l'histoire, c'est
cette pauvre fille qui s'est fait percuter par la voiture de Lady Di, qui rentre chez elle tant bien que mal. La voiture a pas grand-chose, hein, une éraflure. Finalement, plutôt de dire que c'est un mec, c'est une fille. Puis je raconte sa vie qui est très très banale jusque-là et comment se débarrasser de cette voiture, etc. Voilà. Mais comme tu me parles de Punto Basta, alors pourquoi Punto Basta? C'est qu'à la fin, je spoilie un peu le truc. Elle arrive à se débarrasser de sa Fiat et tu sais, il y a des familles qui sont ou Citroën ou Renault ou Fiat. Et ben, là, dans sa famille, c'est Fiat. Donc, après la Fiat Uno, la logique veut qu'elle achète une Punto, la voiture qui suit la Uno. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Elle veut une Punto, basta. Rien d'autre. Et en parlant de ce bouquin, ça me fait penser, en fait, que, comme j'ai fait aussi un bouquin sur les boxeurs, et qui s'appelle Les boxeurs finissent mal en général, Cyril? c'est que c'est vrai que c'est des histoires, j'aime bien ces destins un peu fracassés, où toi, j'avais pas envie de faire à l'époque, parce que je suivais la boxe pour l'IB, j'avais pas envie d'écrire un bouquin joyeux sur les boxeurs qui ont réussi, où tout se passe bien. Parce que il y en a quand même beaucoup plus qui souffrent que beaucoup plus qui réussissent, qui sont dans les lumières, qui sont des stars, etc. Bah là, on en a reçu un qui lui a réussi. Ouais. Kickboxing, mais tu verras. Du Je kickboxing. te ferai découvrir l'épisode. Ouais. Donc bon voilà, c'est et plus ça va, plus l'exercice de l'écriture me donne du plaisir en fait. Et en même temps, c'est le nombre de tes dons et de tes talents. C'est-à-dire qu'on a tous des dons et des talents innés. Et toi, on retrouve le 3, donc le nombre de ton nombre d'expressions. Donc le nombre d'expressions, c'est le caractère et la personnalité, c'est le communicant. Et c'est celui qui, toi, tu as aussi cette humilité. Tu as à la fois ce retrait, tu vois. Moi, je t'ai toujours connu très humble, très observateur, effectivement. Mais c'est-à-dire que quand tu lâches un papier, quand tu lâches un livre, bam, enfin, ça explose dans les mains, dans le cerveau, dans le cœur, dans les émotions. Itinéraire d'un enfant gâté. On en Trajectoire. parle. Trajectoire d'un enfant gâté. Donc, livre sur Ayrton. Ouais, premier. Mais juste incroyable. ouais. D'ailleurs, on peut le retrouver ou pas, celui-là? Ça doit se trouver, ouais, maintenant avec les sites de vente, en occasion évidemment, hein, mais ouais. Tu ne l'as pas? Moi, j'en ai plus, moi. J'en ai un ou deux signés par Ayrton, mais je te les laisse. Mais non, franchement, je l'ai eu et je l'ai perdu dans mon déménagement. Aïe, aïe. Non, mais ça se retrouve. Et je me suis dit que le but, c'était que quelqu'un d'autre l'ait entre les mains. Ça a été un truc incroyable. Ça fait partie des cartons que j'ai perdus dans mon déménagement. Et alors, ce livre, c'était, bon, bien sûr, parce que Ayrton venait d'être champion. Enfin, c'était en 90, donc il était champion en 88, en 90. Et il y avait toutes ces histoires avec Alain Prost, etc. Mais je voulais à la fois raconter les premiers grands succès d'Ayrton, mais aussi raconter un peu son pays, parce que je crois me souvenir que je parle pas mal aussi du Brésil, qui est un pays qui m'a beaucoup touché en ayant eu la chance d'y aller, évidemment, pour les Grands Prix, pour y voir Ayrton, pour y voir des amis, voilà. Donc aujourd'hui, quand tu retournes au Brésil, ça te fait quoi? Est-ce que tu passes par Morumbi à chaque fois? Déjà, quand tu atterris à Guarulhos, qui est l'aéroport de Sao Paulo, après tu prends une grande avenue qui va vers Sao Paulo, qui s'appelle Avenida Ayrton Senna. Donc, tu peux pas, c'est écrit en grand, tu peux pas y échapper. Donc, il est là, quoi. Et Morumbi, non, j'y vais pas systématiquement. J'y vais pas. Je pense y aller cette année parce que c'est une année un peu particulière, mais au moment du Grand Prix, c'est embêtant parce que il y a toujours du monde qui va le visiter, mais il y a particulièrement plus de monde au moment du Grand Prix, et j'ai beaucoup de mal à voir la peine des gens qui sont là. Donc même là, je t'en parle, je vois des images et c'est pas le fait que je sais, il est là, sous la terre, il est à côté. Ouais. Je pense qu'il est très souvent à cause de toi. Mais si tu veux, c'est pour ça que j'avais refusé d'aller à son enterrement. On m'avait proposé évidemment au journal d'y aller, d'abord pour y aller, puis pour travailler. Donc, même, je me souviens qu'une chaîne de télé m'avait demandé de... Tu te rends compte ? Une chaîne de télé avait, Eurosport pour ne pas la citer,
avait fait 2 ou 3 heures sur les obsèques d'Ayrton. Il m'avait demandé de commenter, j'avais pas voulu et j'avais pas voulu aller à l'enterrement. Pour ne pas être confronté à la peine des gens, moi, c'est ce qui me fait le plus je suis assez sensible Mais oui, et c'est ton œuvre. c'est ce qui me touche le plus, de voir la peine des gens. Tu vois, j'y pense, je revois les images du camion pompier avec le cercueil qui va de Guarulhos jusqu'à Ibirapuera, le parc où son cercueil a été exposé. Et je vois pas le camion avec le cercueil, je vois les gens qui regardent passer ce camion et je vois leur peine, Leur détresse. leur détresse. Ils ont perdu quelqu'un de cher, quoi. C'est dur. Ouais, mais ça, c'est ton œuvre Mmh. dans ton thème. C'est un Mmh. nombre clé dans ton thème, qui est le nombre intime, Mmh. qui est le nombre des désirs, Qui est le combien? et c'est le 9. Mmh. Et le 9, c'est l'empathie profonde. Mmh. Et donc ça veut dire que dans tes rêves, tes désirs les plus profonds, il y a quelque chose en toi qui a envie de soigner la peine du monde. Mmh. Et c'est pour ça que, quelque part, tu permets aux gens de rêver à travers ton travail de journaliste, ton travail d'écriture, et que tu marques les gens de cet Mmh. impact. Parce que tu as aussi en chemin de vie le 1, et c'est quelque chose de l'ordre du leadership. Alors justement, ton 1, il me parle beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Si tu n'avais pas été journaliste en sport auto, tu aurais fait quoi? Tu étais photographe aussi, j'ai vu. Mmh. Mais tu aurais fait quoi? J'aurais pas fait j'en aurais pas fait un métier, c'est sûr. Aucune idée. Alors là, franchement, En même temps, je pense que c'était ton destin. j'ai au niveau études, on est quand même, assez loin de l'excellence. Donc C'est pas les études qui font non, l'excellence, non, hein. mais non, franchement, ça m'a même, j'ai toujours aimé, comme je t'avais dit, le sport automobile et le papier, l'écriture, mais c'est même pas une vocation, journaliste, parce que je me suis pas dit un jour: «Ah, j'ai pas fait d'école de journalisme», je me suis pas dit: «Tiens, je vais faire ça comme métier». C'est venu, j'ai l'impression, de manière assez naturelle, quoi. Je me suis orienté vers ça sans même penser à faire autre chose, quoi. Mais Il oui, n'était pas question de faire autre chose. parce que c'était tes dons, ça Mmh fait mh. partie de tes dons et de tes talents. Mmh. Alors, j'ai entendu, l'autre fois et ça m'a Mmh. un petit peu contrariée. Ouh là! Oui, Mmh. tu dit que c'était ton dernier livre sur Ayrton? Ah! Sérieusement? Je pense. On sait Tu jamais. crois pas que c'est bien de finir avec celui-là? Oui. Tu vas en faire un sur Roland? Non. Non, malheureusement, je le connaissais pas assez et puis, non, 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 l'histoire est importante, sans doute aussi importante que celle d'Ayrton, mais bon, non. Il y a plein d'autres pilotes que je connais bien, un certain adversaire d'Ayrton qui m'a souvent parlé d'un livre qu'on doit faire ensemble. J'attends, je veux bien. Je lui ai dit, bon, c'est Alain Prost Non, évidemment. j'allais dire un monsieur avec un étoile. Mais bon, c'est compliqué de travailler avec lui et puis je lui ai dit: «Tu sais, si on fait un bouquin, il faut vraiment faut aller au fond de toi, il faut raconter des trucs. Il s'agit pas simplement de dire, j'ai gagné ça et puis l'autre, non, il était méchant. Faut vraiment, donc je pense qu'il se fera jamais et je pense que pour Ayrton, Mmh. avec tous les échos que j'ai de ce livre, je pense que je suis arrivé à faire le livre que je voulais faire un jour sur le sport automobile. Et pour tout te dire, il y a un livre qui m'avait marqué quand j'étais jeune sur le sport automobile qui s'appelait La mort, encore une fois, La mort dans mon contrat, qui racontait en fait les derniers jours de François Sauvert. C'est un journaliste de Paris Match, Jean-Claude Allais, qui avait eu la chance, ouais, on va dire la chance. Il avait rendez-vous avec François. Il devait le rencontrer au Canada pour le Grand Prix, au moment du Grand Prix. Puis François Sauvert a eu un accident avec Jody Scheckter. Il s'est fait mal à la cheville, donc bon, il n'a pas pu faire l'entretien. Il est parti ensuite avec Jackie Stewart, Helen Stewart aux Bermudes en vacances avant le Grand Prix des États-Unis. Et le jeudi soir, que je ne dise pas de bêtises, je crois jeudi soir ou vendredi soir, à Watkins Glen aux États-Unis, Jean-Claude Allais a réussi à faire cet entretien qui était prévu avec François. Donc il est allé dans sa chambre et ils ont parlé pendant 2 heures. Et François se tue le samedi matin au moment des essais. Et Jean-Claude Allais se retrouve avec ça, quoi, avec ce témoignage. Et il en fait un bouquin que moi j'ai trouvé génial. Et je me suis dit, longtemps après, hein, pas au moment où je l'ai lu, mais quand j'ai commencé à travailler un peu dans ce milieu, à avoir la chance de pouvoir écrire des bouquins,
Je me suis dit: «J'aimerais bien faire» inconsciemment, je ne l'ai pas dit aux gens, «J'aimerais bien faire un livre qui marque les gens quand ils vont le lire, tu vois, qui ressentent des émotions, qui ressentent, ce que Ayrton m'a apporté ou ce qu'il était, quoi». En Voilà. tout et ben, en Donc tout cas, et j'espère que ce livre ressemble un peu à La mort dans mon contrat. le pari est tenu. L'icône immolée, Ayrton Senna, 30 ans après, par Lionel Froissart. Merci Lionel. Merci Merci Alexandra. pour tout ce que tu m'as apporté jeune et maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.